Bonjour et bienvenue à cette séance de formation. Je m'appelle Joulou Christian et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel échange. Aujourd'hui, nous allons parler de twins digitaux. Traduit en français, cela tout simplement signifie de jumeaux digitaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les jumeaux digitaux? Qu'est-ce que c'est que les twins digitaux? Eh bien, sans nécessité de creuser en profondeur, et bien les twins digitaux, c'est en fait des éléments, ça peut être un bien corporel ou incorporel, virtuel, qui vont être à la fois présents dans le physique et dans le virtuel. Littéralement, aujourd'hui, vu le développement de des technologies, eh bien, on va par exemple prendre l'exemple de notre maison. Notre maison, si nous voulons la vendre, nous allons voir par exemple un agent immobilier. L'agent immobilier viendra inspecter notre maison pour essayer d'en calculer la valeur. Cette valeur sera ensuite transmise sur le marché et les intéressés qui sont prêts à payer la somme que nous demandons ou en tout cas la valeur la plus proche de cette somme-là vont se manifester. Alors, tout cela se fait principalement en utilisant soit de façon très traditionnelle, ça peut être des annonces dans un journal papier, mais de plus en plus sur des sites, comme par exemple Le Bon Coin, comme Facebook, etc., etc. Parfois sur même TikTok, où on verra, avec l'avancée des technologies, mais également des idées, que par exemple, un agent immobilier va décider de filmer toute la maison en 3D pour qu'elle puisse être accessible aux potentiels acheteurs. Donc, une fois que nous avons la représentation de cette maison sur Internet, eh bien, si nous sommes un potentiel intéressé, nous irons visiter virtuellement cette maison. Voir ses différentes parties, voir ses insuffisances, voir ses avantages, etc., etc. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que cette maison, même si nous sommes à l'autre bout de la planète, a une représentation qu'on peut a priori penser être la plus réelle possible, la plus palpable possible. Donc nous faisons l'expérience d'une visite virtuelle avec un agent qui peut être virtuel ou entre guillemets physique, par exemple par appel, de la maison qui nous intéresse. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que si nous continuons dans cette logique-là, sur 5-10 ans, en principe, à chaque fois qu'il y a un changement sur la maison, si nous travaillons avec, si le propriétaire de la maison travaille avec le même agent ou bien la même société immobilière, eh bien, il y a des chances qu'à chaque fois qu'il y a un changement, eh bien, le propriétaire de la maison fasse appel à l'agent ou à l'agence immobilière qui viendra faire des photos pour faire une mise à jour de la représentation virtuelle de cette maison. Alors, jusqu'ici, c'est la définition de ce que nous appelons des jumeaux digitaux. Maintenant, la question qui va se poser au-delà de cette représentation des jumeaux digitaux, ça va être à quoi ça sert?
Pourquoi ne pas tout simplement décrire dans un journal ou sur un site le plus platement possible 20 maisons, 2 chambres salon dans le centre de Paris, un appartement, 2 chambres salon dans le centre de Paris pour X millions. Point final. Pourquoi ce besoin de pouvoir représenter cette maison dans ses moindres détails? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que on a de plus en plus besoin de toucher virtuellement nos actifs, ou du moins nos potentiels actifs. Pourquoi? Parce que cela nous permet d'avoir une idée générale de cet actif-là. Une fois que nous avons une idée générale de l'actif, nous sommes en mesure de prendre un certain nombre de décisions beaucoup plus engageantes que le simple fait de lire dans un journal qu'il y a une maison, qu'il y a un appartement qui se vend à tant de millions au centre de Paris. Maintenant, la question qui va se poser, c'est, ok, j'ai cette information, mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle est réelle? Qu'est-ce qui me prouve que l'état de cette maison est réel? Eh bien, je peux directement me référer à l'agence ou à l'agent immobilier. Je peux directement en parler avec le propriétaire s'il est disponible, l'appeler pour faire une visite avec son smartphone, etc., etc. Ou alors je peux me référer à ce que je vais appeler la mémoire, entre guillemets, éternelle d'Internet. La mémoire éternelle d'Internet, c'est ce que nous appelons la blockchain. Ça, c'est une chose très très importante. Donc, quand on parle de mémoire éternelle d'Internet, c'est la blockchain. Pourquoi mémoire éternelle? Parce que, eh bien, la blockchain va nous permettre de pouvoir directement enregistrer les informations de cet appartement qui se trouve au centre de Paris avec tous ses avantages tous ses avantages et insuffisances, et ensuite pouvoir suivre au fil des années son état. Et le bonus avec la blockchain, c'est que il deviendra très très difficile, voire quasiment impossible, de pouvoir modifier une information qui a été déjà enregistrée dans la blockchain. D'où le fait que je parle de blockchain en termes de mémoire éternelle. Maintenant, comment est-ce que nous faisons cette sauvegarde? Eh bien, nous le faisons en utilisant ce que nous appelons le NFT. Lorsque nous parlons du NFT, nous le définissons comme étant un token non fongible. En français, ça va être JNF pour jeton non fongible. Pourquoi jeton non fongible? Eh bien, pourquoi non fongible? Parce que ce jeton ne peut pas être cassé en plusieurs morceaux. On ne peut pas casser une maison en plusieurs morceaux comme on casse un biscuit en plusieurs morceaux. Ou bien on ne peut pas casser une maison en plusieurs morceaux comme par exemple on fait de la monnaie. Je peux monnayer un billet de 100 euros en 10 billets de 10 euros. Maintenant, ce
qui est très très important ici, c'est le rôle que va jouer ce fameux JNF, jeton non fongible ou NFT, non fungible token. Ce token non fongible, ce NFT, joue un seul rôle, pas deux ni trois. Un seul rôle, il a un seul objectif. Et voici cet objectif. Le NFT a été créé pour pouvoir représenter un élément difficilement divisible, difficilement fongible. Je me répète, le NFT, c'est un standard d'une blockchain qu'on appelle Ethereum et de sa communauté qui a été créé, qui a été entre guillemets fondé pour représenter un bien qu'on ne peut pas diviser. La particularité du NFT, c'est que à la base, c'est un contrat. Et la particularité de ce contrat, c'est qu'il est interprétable par la machine. Qu'est-ce que cela signifie par la machine? Eh bien, cela signifie que lorsque je représente l'état d'un appartement qui m'intéresse et qui se trouve au centre de Paris par un NFT, eh bien, je mets en place en arrière-plan ce que j'appelle son identité. Qui en est le propriétaire? Depuis combien de temps? Où est-ce qu'il se trouve? Etc., etc. Et à partir de ce NFT, donc le standard derrière ce NFT, c'est le standard ERC721. Ce fameux standard a ce que nous appelons des fonctions. Une fonction qui permet de transférer le bien. Une fonction qui permet de créer la représentation digitale de ce bien. Nous allons nous mettre de l'autre côté. Donc, créer sa représentation digitale, donc son twin digital, TW, que nous appelons déjà actuellement minter un bien, minter un NFT. Nous avons également la possibilité de vendre ce NFT. Donc, nous avons une fonction qui permet de vendre. Nous avons une fonction qui permet d'acheter. Et enfin, nous avons parmi notre fonction, donc je parle vraiment des fonctions principales, la fonction qui permet de détruire le NFT. Donc, qu'on appelle la fonction burn. Donc, nous, on va tout simplement parler de détruire. Pourquoi ces fonctions? Pourquoi ce standard est important?
Ce standard est important pour une seule raison, c'est parce que cela fera bientôt un peu plus d'une trentaine d'années que des juristes et ingénieurs essayent de représenter, et ça il faut bien le retenir dans la tête, des juristes qui sont également des ingénieurs essayent de représenter sous forme de code des contrats traditionnels. Pourquoi? Pour la simple raison d'éviter l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est le pire ennemi qui puisse vous arriver lorsque vous contractez un engagement avec un tiers. Surtout si ce tiers est extrêmement puissant et qu'il a les moyens de sa politique. Nous devons nous rappeler une chose très très importante, c'est que la fameuse blockchain dont je vous parle, c'est un registre. Donc ceci, c'est la mémoire, c'est un registre. Nous utilisons un registre pour faire quoi? À peu près tout ce qui concerne la vie humaine. Nous utilisons un registre pour enregistrer les naissances, les décès, les mariages, les divorces, le transfert d'un héritage de son propriétaire à ses ascendants ou ses descendants, l'achat, la vente, la destruction de biens immobiliers ou immobilières, eh bien, à chaque fois, ce qui est central, c'est le registre. Maintenant, la question qui va se poser, c'est finalement, qui détient les clés de ce registre? Jusqu'alors, la seule entité qui avait le pouvoir de détenir un registre reconnu par tous, c'est l'État. L'État est par excellence la seule entité qui peut déclarer un registre légal ou pas. Si demain l'État français, par exemple, déclare que tous les passeports émis à l'année 2022 ne sont pas légaux, eh bien, tous ceux qui auront fait faire leur passeport vont se retrouver à aller refaire un nouveau. Maintenant, imaginez-vous que apparaît un autre tiers de confiance qui n'a derrière aucune légitimité démocratique, mais qui fait aussi bien le travail que le tiers de confiance que nous avions jusqu'alors, qui était l'État, fait. Et donc la question qui va se poser, au-delà de l'aspect purement démocratique, légal, légitime, eh bien, cette question sera la question finalement de comment il faut percevoir le tiers de confiance au XXIe siècle. Et ça, c'est la grande question du moment. Quels sont, ce n'est plus qui est le tiers de confiance, mais
quels sont les tiers de confiance en ce 21e siècle? Par exemple, lorsque nous voyons le développement de Bitcoin, nous nous rendons compte d'une chose, c'est qu'aucun État au monde n'est capable d'arrêter Bitcoin. Pourquoi? Eh bien, parce que Bitcoin appartient à tout le monde et à personne. Et pire, Bitcoin utilise ce que nous appelons un consensus de validation de transactions qui fonctionne sous la preuve de travail, donc il va utiliser réellement ce que nous appelons un hardware, ce que nous appelons exemple de hardware des ASICs, pour faire cette validation de transactions. Et donc, même si tous les États du monde se mettaient ensemble pour interdire le Bitcoin, il y aura toujours des gens qui feraient tout pour que Bitcoin ne disparaisse pas. C'est d'ailleurs cette raison pour laquelle, aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes se mettre contre le passage de la blockchain Ethereum, de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Nous pourrons en reparler dans une autre vidéo. La preuve de travail va plutôt fonctionner sur du matériel, alors que la preuve d'enjeu va plutôt fonctionner sur ce qu'une personne possède. Et là, ça change complètement ce que nous concevons comme consensus de validation, étant donné que le consensus de validation joue également un rôle de protection du système. Et là, j'ai énormément régressé. Nous revenons à nos moutons. Donc, nous étions en train de parler, comme vous pouvez le voir, du NFT comme mémoire permettant au fil des années de pouvoir juger de l'état réel d'un bien mobilier ou immobilier à partir de sa représentation virtuelle, à partir de son jumeau digital. Et donc, nous disions tout à l'heure que la particularité du NFT, c'est de représenter la propriété. Et voici les fonctions qui permettent de représenter cette propriété. Transférer, créer, vendre, acheter, détruire, principalement. Bien. Maintenant, allons-y de l'autre côté. Prenons l'exemple avant de... Donc, nous faisons donc la transition. Ici, nous avons pris l'exemple d'un appartement. Prenons l'exemple d'une œuvre d'art, comme par exemple la Joconde. Si demain, supposons, les Bored Ape Yacht Club décident d'acheter Mona Lisa et ensuite de la représenter sous forme de NFT, eh bien, ils ne vont pouvoir représenter que la propriété. C'est-à-dire, c'est qui possédera Mona Lisa. Donc, je note ça. Propriété. Vu que le NFT ne représente que la propriété d'un objet d'art, qu'est-ce qui se passe avec, par exemple, les droits moraux? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va parler de la propriété intellectuelle?
Eh bien, c'est là qu'apparaît ce que nous appelons le SBT ou le ABT. Le SBT, comme nous le voyons ici, veut dire Soul Bound Token. S pour soul, pour l'âme, bound et token. Donc un token attaché à l'âme. Qu'est-ce que cela réellement signifie? Eh bien, le fameux token attaché à l'âme est une proposition à nouveau de la communauté Ethereum. Donc, quand nous parlons du Soulbound Token, nous faisons référence à l'EIP 4973 qui n'est pas encore validé par la communauté Ethereum parce qu'il faut le dernier niveau de standardisation, c'est de passer du EIP à l'ERC. Et ça, nous ne savons pas quand est-ce que ça aura lieu. Ça pourrait être dans 6 mois, ça pourrait être dans 1 mois, ça pourrait être dans 1 an, ça pourrait être dans 2 ans, ou plus, ou moins. Mais ce Soulbound Token, dans ce token attaché à l'âme, permet de pouvoir représenter toutes les autres formes de droit qui sont généralement intangibles, qu'on ne peut pas toucher, mais qui sont liées à tout ce qui est, par exemple, moral, éthique ou très personnel. D'où le fait que je parle de droits moraux. Exemple. Supposons que je parle de droits moraux. Et en parlant de droits moraux, par exemple, je parle de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que l'auteur d'une œuvre d'art, même si cette œuvre d'art est vendue sous forme de NFT, eh bien, l'auteur va transférer uniquement la propriété au nouveau propriétaire de l'œuvre. Par contre, si on regarde d'un point de vue du droit français, l'auteur va rester avec les droits moraux. C'est l'auteur qui est à l'origine de la création intellectuelle de l'œuvre. Donc, tous les crédits doivent à tout moment lui revenir. Sauf qu'en l'état actuel du développement de la blockchain et des smart contracts, des contrats intelligents, malheureusement, ou heureusement, plutôt pour moi, je pense, en tant que juriste, nous ne sommes pas encore arrivés à représenter tous les droits sous forme de token. Littéralement, un bon contrat intelligent fait par un juriste et développeur, comme moi,
eh bien, devrait au minimum avoir 3 parties. La propriété, NFT, existant, c'est top. La propriété intellectuelle, que je me prends en note, la peine de noter un peu plus haut en rouge. Donc, le fameux SBT, et enfin, ce que nous allons appeler la licence, que je n'ai pas représentée ici parce que, honnêtement, pour le moment, ce n'est même pas à l'ordre du jour. Ça pourrait être à l'ordre du jour dans les, je dirais même, dans les années à venir, pas dans les mois à venir, parce que déjà, on n'arrive pas pour le moment à s'entendre sur le standard, ce qui doit ressortir de l'EIP 4973. Donc, ce n'est pas demain qu'on va s'entendre sur la façon de représenter sous forme de token les différentes licences, commerciales ou non commerciales. Donc, je le mets en tout petit quelque part ici. Donc, licence. Point d'interrogation. Donc, ça veut dire qu'un bon juriste et un bon développeur, je dois être conscient que lorsque je vais parler d'un point de vue juridico-technique, de contrats intelligents liés par exemple à l'art, à un objet artistique, je vais nécessairement parler d'abord de la propriété intellectuelle de l'auteur de l'œuvre, ensuite de la propriété qui pourra être transférée au nouveau propriétaire, à l'acheteur, et enfin des différentes permissions qui lui seront données sous forme de licence pour pouvoir au maximum exploiter l'œuvre qu'il a achetée. C'est pour cela que je demande aux juristes de ne pas perdre cela de vue. Il ne faut pas perdre de vue le rôle premier d'un contrat intelligent. Quel est le rôle premier d'un contrat intelligent? Eh bien, le rôle premier d'un contrat intelligent, c'est de représenter sous forme de code un contrat traditionnel. Une fois que nous l'avons représenté sous forme de code, nous sommes capables de le laisser être interprété par la machine. Et la machine se fera un plaisir de nous donner à chaque fois les changements qui se produisent par rapport à cette œuvre, par rapport à ce bien mobilier ou immobilier. C'est pour cela que j'ai l'intime conviction que les juristes de demain doivent être également des développeurs de contrats intelligents. Les ingénieurs juristes ont fait leur part du boulot et ils l'ont bien fait pendant les 30 dernières années. Maintenant, c'est à notre tour en tant que juriste de prendre la relève, d'accepter que tout ne sera pas toujours sur du papier ou
rédactionnel, mais que nous allons passer à un monde de plus en plus digitalisé et que nous allons changer de format linguistique, passant d'un format simpliste ou classique à un format de code. C'est pour cela que nous tendons vers ce que nous appelons Code is Law. Donc, à partir d'ici, nous voyons se tracer en réalité un changement bouleversant. Nous sommes partis du simple fait de représenter n'importe quoi que nous voulons visuellement et nous arrivons à ce que nous appelons droit, représenté dans du token. Ce que nous appellerons au fil du temps des droits digitaux, digital rights. Et plus précisément dans le cas de la blockchain, nous n'allons pas parler tout simplement des droits digitaux, nous allons parler des droits crypto digitaux. Et donc, pour terminer, la dernière partie qui va concerner nos jumeaux digitaux sera l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pourquoi intelligence artificielle? Eh bien, lorsque nous avons, prenons un autre troisième exemple, une voiture, Tesla. La particularité de Tesla, c'est que c'est qu'elle possède une intelligence artificielle pour aider, ou du moins pour assister à une conduite autonome. Génération 3. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit qu'il y a une intelligence artificielle qui est capable de conduire une voiture à notre place lorsque, par exemple, nous sommes fatigués et que nous faisons un très long trajet. Lorsque nous avons besoin de prendre, par exemple, un appel super urgent et que nous sommes sur une autoroute et que nous sommes seuls dans la voiture, par exemple. Mais cela également nous dit qu'à chaque fois qu'il y a un petit changement, un petit problème sur la voiture, eh bien, l'intelligence artificielle, grâce à sa partie entre guillemets sensorielle, est capable de nous le signaler immédiatement. Et lorsque l'intelligence artificielle nous signale qu'il y a un problème, eh bien, elle va utiliser ce que nous allons appeler des objets connectés. Cela sous-entend qu'à chaque fois que nous aurons besoin d'une information en temps réel sur un bien mobilier ou immobilier, nous allons tout le temps interroger l'intelligence artificielle qui est embarquée dans ce bien mobilier ou immobilier. Nous pouvons le penser pour une œuvre d'art comme Mona Lisa, quelque part dans le Louvre. Nous pouvons le penser comme un bien immobilier, comme littéralement l'appartement, quelque part dans le centre de Paris. Tant que nous aurons des objets connectés, eh bien, ces objets connectés vont tout le temps nous délivrer des informations en temps réel de l'état
de ces objets, de l'état de ces biens, pardon, de l'état de ces biens mobiliers et immobiliers. Donc, cela sous-entend que, si par exemple, en conduisant, le propriétaire de la Tesla a un accident et que c'est tout l'arrière qui est déformé, eh bien, en principe, l'intelligence artificielle va tout de suite altérer également la représentation virtuelle de la voiture. Et donc, cela permettra à l'assureur, par exemple, de savoir que son client, à tel moment, a eu un accident sur telle autoroute et que c'est une autre voiture venant de l'arrière qui l'a tamponné. Et que, par exemple, le premier rapport qui ressort des différents objets connectés, des objets sensoriels, de l'intelligence artificielle embarquée dans la voiture Tesla, eh bien, ces différents objets sensoriels estiment que les dégâts sont à hauteur de, par exemple, disons, 40%. Ce qui va se passer, c'est que, très rapidement, cette intelligence artificielle qui fournit ces informations va permettre à l'assureur d'aller très vite présenter le rapport à l'assureur de la voiture fautive. Et donc, un processus qui durait avant une dizaine de jours pourrait prendre 30 minutes, par exemple. Si on a les deux voitures qui embarquent chacune une intelligence artificielle, eh bien, cette intelligence artificielle devient comme une sorte d'outil vivant qui, à tout moment, est capable de nous dire « Salut, je m'appelle l'autopilote de Tesla et bientôt il va falloir le recharger. Salut, je m'appelle l'autopilote de Tesla et je viens de faire un accident. Et le fautif, c'est celui qui est derrière, qui nous a cogné par l'arrière, parce que voici l'ensemble des vidéos de 10 minutes avant l'accident, de 5 minutes avant l'accident, de 2 secondes avant l'accident, et voici la vidéo de l'accident. » Donc, cette fameuse intelligence artificielle devient ce que nous appelons un oracle. Et donc cet oracle-là, littéralement, joue le rôle de cerveau. Et regardez comment les choses sont bien organisées. L'intelligence artificielle va tout le temps nous faire une mise à jour de l'état réel, donc physique, de notre bien immobilier, en altérant à chaque fois sa version virtuelle. Et à chaque fois qu'elle va nous donner ces informations-là, il va falloir les retenir quelque part, les garder dans une mémoire inaltérable. Et donc, ça va être envoyé directement, là, dans la blockchain. Une fois les informations envoyées dans la blockchain, nous allons fouiller pour vérifier qui est le propriétaire de ce véhicule. Et lorsque nous avons vérifié qui en est le propriétaire, eh bien, nous aurons toutes les informations nécessaires. Qui est son assureur?
quelle est son identité, qui est le fautif. Est-ce que l'intelligence artificielle a-t-elle été bien codée? Si oui, d'où est-ce qu'elle vient? Propriété intellectuelle de chez Tesla. Comment nous pouvons nous assurer que tout ce qui est dit est vrai? Mémoire. Comment nous pouvons nous assurer que l'intelligence artificielle, les informations qu'elle donne n'ont pas été altérées? Mémoire. Et donc nous devons nous assurer que l'intelligence artificielle en tant que cerveau qui processe l'information, eh bien, sous forme d'oracle, eh bien que cet oracle ne soit jamais ou presque piratable. Et donc, ce que nous allons voir, c'est que nous allons voir de plus en plus apparaître une forme d'harmonisation. Ce mot est très important. Harmonisation. Entre les objets réels, donc les biens réels, et leur version virtuelle. Version virtuelle. Et étant donné que nous serons dans un système quasiment, on ne peut pas dire qu'il est fermé, plutôt quasiment ouvert, eh bien, avec une mise à jour permanente de l'information et des contrats traditionnels interprétables par la machine, beaucoup plus rapides que l'homme, qui n'ont pas besoin de repos, eh bien, je peux vous assurer que nous sommes littéralement dans les derniers jours du droit tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et donc on se rend compte que lorsqu'on fait une somme des 20 dernières années de développement et d'évolution des différentes technologies ou de révolution en matière de technologie, on se rend compte que nous avons littéralement construit une sorte de cerveau géant avec sa propre mémoire, avec sa propre quasi-façon de voir le monde, d'interpréter les contrats. Et donc à partir de là, les questions, et il y a beaucoup de questions que vous allez vous poser, mais la principale c'est comment est-ce que je fais une transition? Parce que vous pouvez faire une transition. Et chez nous, à DeepFab, nous vous accompagnons dans la compréhension de la blockchain d'abord, très très intéressante, la mémoire collective future de l'humanité, ça je n'en doute pas un seul instant, du contrat intelligent, le nouveau standard pour rédiger des contrats, avec la maîtrise du code ISLO, qu'on le veuille ou non, qu'on se mette des œillères ou non, et avec un cerveau dont le but est de tout le temps mettre à jour l'information
quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, le bien que nous inspectons et l'information dont nous avons besoin. Voici le nouveau monde du XXIe siècle qui a quasiment fini de se mettre à jour. Et donc ma question à vous c'est, est-ce que vous êtes prêts pour ce monde-là? Vous juristes, vous entrepreneurs, vous grandes entreprises, ou bien vous allez probablement disparaître d'ici une quarantaine d'années. C'est à vous de le voir. Mais nous vous accompagnons dans cette transition vers le Web3. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance.